Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la saison 4 de The Handmaid's Tale qui vient de sortir sur OCS, ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain repas entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder The Handmaid's Tale ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui dans The Handmaid's Tale serait nulle autre que la tante Lydia, toujours là pour martyriser ses petits camarades. C'est Elsa Morel. Je rêverais d'avoir une armée de filles. Une armée de Alors, et de les maltraiter. De les maltraiter. Non, après, pas jusque-là quand même. Ah bah J'ai voilà. un cœur, je suis une personne. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision. Si je devais vous le décrire, bien je vous parlerais de Barney, de How I Met Your Mother, ou de Jon Snow, de Game of Thrones, ou encore de Mike, de Desperate Housewives. Et je vous dirais qu'il ressemble pas du tout à ça. C'est Florian Guillaume. Voilà, je l'attendais, le petit tacle. La petite vache. Non, j'étais hyper content, mais... Plein de eh ben non, c'est pas pour Eh toi ben. ça. Et finalement, nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui est un peu notre June de Handmaid's Tale à nous. Elle ne se laisse pas faire et elle est capable de lancer une révolution pour vaincre au blind test. De fin, c'est Emma Salvarelli. mais à chaque fois, c'est de plus en plus gentil et Mais j'apprécie. oui, par contre, elle, c'est vraiment... Moi, June, je par- varie, par je contre. varie. Moi, par des contre, trucs non, ça gentils veut ou dire pas que je maltraite Emma, ça me va bien, moi. Ah Tu bah, veux qu'on se batte Elsa, Oui. au blind test. Rendez-vous Gare du Nord, bien seul. Hein. Rendez-vous à la fin de l'épisode pour le blind test. On verra si Elsa, si tante Lydia battra June ou pas. Personne me bat, moi. Mais bon, aujourd'hui, vous avez donc compris, c'est la série The Handmaid's Tale, la dystopie portée par Elisabeth Moss que nous allons décrypter. Mais vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série-là, mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous et je commence les Unagi News avec ce que je préfère quand les séries sont diffusées plutôt que prévu. C'est pour ça que je commence avec la bonne nouvelle suivante, la série Marvel Loki avec Tom Hiddleston est diffusée plus tôt que prévu sur Disney+. Sortez vos agendas, la série sera postée tous les mercredis à partir du 9 juin. Tom Hiddleston l'a annoncé sur Twitter le 5 mai, Wednesday is the new Friday, soit mercredi is the new vendredi. Merci Loki. Je suis un peu comme le Père Noël, mais au mois de mai, j'aime vous apporter des cadeaux. Et si vous avez aimé Elizabeth Olsen dans WandaVision, vous serez ravis d'apprendre qu'elle reste sur le petit écran avec une nouvelle série de David E. Kelly, c'est ça? Ça vous C'est semble? ça, ouais. Je vous remercie. Pour HBO Max, dans laquelle elle incarnera une célèbre tueuse du Texas. Intitulée Love and Death, on suivra deux couples pieux qui profitent de leur vie en famille dans une vieille ville du Texas jusqu'au jour où un meurtre est commis. Elizabeth Olsen a été choisie pour incarner le rôle de Candy Montgomery. Emily in Paris saison 2 est en cours de tournage et pour les fans de la série, j'ai encore une surprise pour vous. Voici là où vous pourrez les croiser. Lily Collins ainsi que toute l'équipe de tournage seront en effet à Saint-Tropez et d'autres lieux que les géants américains n'ont pas encore précisé, mais on imagine sûrement que ce sera en Côte d'Azur. Et enfin, alors que la saison 4 vient à peine d'être annoncée, on vous en parle aujourd'hui, la saison 5 de La Servante écarlate est déjà en cours de tournage et est annoncée par Elisabeth Moss comme explosive. Merci beaucoup pour toutes ces informations explosives, Emma. Donc, tu nous as parlé, revenons sur quelques informations. Tu as cité donc quelques lieux pour Emily in Paris. J'imagine qu'il y aura aussi Paris. Tu as peut-être cité pas. la Côte d'Azur. Mais Oh, non, mais il n'y a que la Côte Et- d'Azur qui a été citée pour l'instant. Ah, d'accord. Émiline Saint-Tropez. Ouais, Voilà, ça Émilie, va être... Émilie Nice. On C'est a pas hâte mal, de ça. voir Émiline Clermont-Ferrand. On a vraiment...
Ça va être la nouvelle Marty. Il dans marche. le- Marseille. Exactement. Vous voulez réagir sur des informations, Florian, par Non, exemple? on adore l'arrivée de Loki, on a très très hâte. J'espère C'est- qu'on en fera un de- épisode 1. Oui, je pense qu'on en merci. fera un épisode 1. J'aimerais passer un message spécial. Tommy Dolston, si tu m'entends, je t'aime. Viens me chercher. Viens me Je ferai chercher. tout pour toi. Et puis moi je voulais rajouter une Zunagi News aussi que n'a pas cité Emma, mais parce que ça fait genre 2 semaines, mais le spin-off d'How I Met Your Mother, How I Met Your Father, va sortir et on le sait grâce à l'actrice principale qui l'a révélé, qui sera Hilary Duff. Et ça, j'ai très hâte. Oui, moi j'ai très hâte et en même temps très inquiet puisque les créateurs de la série, c'est quand même les créateurs de Love Victor. Et c'est super Love Victor. Non. T'as continué ou pas? Non. Et ben voilà. Parce que c'était un peu douloureux. Moi j'ai continué, j'ai même pleuré à la fin Et du dernier épisode de la saison 1. Et l'autre, c'est quoi qui était This Is Us. Oui, qui me donne pas très envie non plus. Donc j'ai pas vu. Non, Mais, si. C'était dur, hein. Oh là, on me regarde. Oui, mais moi ça me donne pas envie. Parce que Tu le Respectez mes choix. vois. Non, on te respecte pas. On me respecte Mais pas. on sait que de base, t'as mauvais goût. N'écoute pas tes goûts. J'aime beaucoup. Écoutez, moi je suis sûr que je vous propose sur les réseaux sociaux, mettez hashtag Team Aurélien. Personne ne va Personne. utiliser ce hashtag. Je pense que vraiment personne. Mais bon, on va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'il est maintenant temps de s'intéresser à cette série La Contrainte, donc La Servante écarlate en français, et sinon The Handmaid's Tale. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui commence cette révolution en nous parlant des origines de la série. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'épisode 1 de la saison 4. Mais si on va aux origines, sachez qu'il y a eu une saison 3. Et même avant qu'il y a eu une saison 2. Beaucoup de Retrouver- révélations ouais, non, dans mais- cet Et même épisode. avant qu'il y a eu une saison 1. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Et même qu'avant, il y a eu un livre. Ça, c'est la première info. Ah. Cette histoire, qui est d'une violence extrême, n'est pas sortie de l'imagination des scénaristes d'Hollywood actuels, mais de celle d'une auteure canadienne, Margaret Atwood. Et si vous pensez, deuxième révélation, qu'elle nous dépeint un futur qui est très proche de notre année 2021, eh bien non, sachez qu'elle l'a écrit dans les années 80. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point il est encore actuel. Il était peut-être dans un futur proche pour elle à ce moment-là, il l'est encore pour nous. On va revenir aux origines même du roman qui ont permis de réaliser cette série. D'ailleurs, le roman raconte seulement la saison 1 de la série. D'ailleurs, c'est marqué dans le générique, si vous regardez. Dans la saison 1, c'est marqué « adapté » de The Handmaid's Tale, et ensuite, c'est marqué « librement inspiré ». Donc, dès la saison 2, les scénaristes ont fait des développements inédits avec les personnages, et ils s'écartent un peu de la vision de Margaret Atwood, pour certains, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. 3 choses ont longtemps intéressé Atwood et se sont assemblées durant l'écriture de ce livre. La première, c'est qu'elle avait un intérêt pour la littérature dystopienne qui a commencé pendant son adolescence en lisant 1984 de George Orwell, par exemple. Deuxièmement, ses études universitaires sur les 17e et 18e siècles américains. Et enfin, troisièmement, sa fascination pour les dictatures et leur mode de fonctionnement. Ce roman, The Handmaid's Tale, n'a jamais cessé d'être publié depuis sa première parution en 1985. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, mais il a fallu attendre 2017 pour le voir s'adapter en série. Il y avait déjà eu un film au cinéma, mais on a donc ressorti un bouquin génialissime, mais un petit peu ringard, entre guillemets, même s'il s'était beaucoup vendu. Il est devenu une référence pour tous ceux qui écrivent à propos d'évolution politique visant à prendre le contrôle des femmes. Et aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que c'est un divertissement ? Est-ce que c'est une sombre prophétie politique ? Est-ce que c'est possible que ce soit les deux ? Eh bien, sachez que Margaret Atwood n'avait imaginé ni l'un ni l'autre en écrivant le livre. Elle a commencé à l'écrire au printemps 84, alors qu'elle habitait Berlin-Ouest, encore encerclée à l'époque par le mur. Ça dénote de toute l'ambiance qu'il peut y avoir dans son écriture, parce qu'elle y a fait l'expérience de la méfiance, des silences, des changements éclairs de conversation, ce que ça faisait d'avoir l'impression d'être espionné, ou les moyens détournés pour faire passer des infos. Elle est ensuite partie au Canada à l'été 1984, qui est donc dépeint dans la série comme vraiment le paradis. Elle a continué à écrire et enfin elle a terminé en Alabama. Il faut savoir que l'Alabama, c'est un état très 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 conservateur des États-Unis. Les histoires à propos du futur partent toujours d'une question du type « Que se passerait-il si ?» Et c'est à vous de compléter. Et La Servante écarlate n'échappe pas à la règle. La question que s'est posée l'auteur original, c'est « Si vous vouliez vous emparer du pouvoir aux États-Unis, abolir la démocratie libérale et instaurer une dictature, comment est-ce que vous vous y prendriez ?
Quelle histoire est-ce que vous inventeriez pour enrober ça et que ça puisse passer ? Ça ne pourrait pas ressembler à un communisme parce que c'est beaucoup trop impopulaire là-bas aux États-Unis. Les régimes autoritaires ne se construisent jamais sur des fondations qui n'existent pas déjà. Ça, c'est le sentiment profond de Margaret Atwood. Et c'est comme ça qu'elle a raisonné. Sa conviction, c'est que la fondation profonde des États-Unis, c'est une théocratie brutale tirée de la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle, avec des préjugés contre les femmes, et il suffirait d'une période de chaos social pour que ça ressurgisse. Comme toute théocratie, elle sélectionnerait des passages de la Bible pour justifier ses actions, et elle pencherait beaucoup plus fortement vers l'Ancien Testament que vers le Nouveau. Et en l'occurrence, c'est un vrai verset de l'Ancien Testament, raconte l'histoire de Sarah, femme stérile d'Abraham, qui demande à sa servante Agar de faire un enfant à son mari. Les classes dirigeantes s'assureraient toujours d'obtenir les biens et services les plus rares et les plus désirables. En l'occurrence, dans le roman, la fertilité dans l'Occident industrialisé est menacée, donc le rare et le désirable incluraient les femmes fertiles et le contrôle de la reproduction. Et il y aurait aussi une résistance à un régime tel que celui-là, une organisation secrète, voire une route clandestine pour permettre des évasions. Margaret Atwood, en écrivant, s'est fixé une règle. Ne rien utiliser que l'humanité n'ait pas déjà fait ailleurs ou à une autre époque ou pour lequel la technologie n'existerait pas déjà. Elle ne voulait surtout pas se voir accusée de sombre invention tordue ou d'exagérer l'aptitude humaine à se comporter de façon déplorable. Les pendaisons en groupe, les victimes déchiquetées par la foule, les tenues pour chaque caste, les enfants volés par des régimes et remis à des officiels de haut rang, l'interdiction de l'apprentissage de la lecture, le déni du droit à la propriété, tout cela a existé, et pas forcément dans des civilisations lointaines et barbares, mais dans la société occidentale, et au sein même de la tradition chrétienne, on se rappelle du régime par exemple de Ceausescu, où on avait justement des vols d'enfants. Le fait même de posséder une servante est une marque de statut élevée, de la même façon que posséder de nombreux esclaves ou domestiques l'était il n'y a pas si longtemps. Atwood a bien pris garde de laisser une évasion possible vers le Canada à son héroïne à la fin du roman. Parce que quand on lui demande si l'histoire de la servante écarlate est sur le point de devenir vraie, elle se dit que si l'histoire malheureusement devient vraie, alors le dénouement pourrait le devenir aussi. Merci beaucoup Florian pour toutes ces informations. On y voit beaucoup plus clair maintenant un peu sur les origines de cette série-là, dont on est donc à la 4e saison. Je te propose, Emma, de nous résumer ce premier épisode de la saison 4. Du coup, ce premier épisode de la saison 4, c'est la suite de la saison 3, où du coup June avait réussi avec d'autres servantes à sauver 80 enfants, ainsi que d'autres Martha, qui sont pour le coup les bonnes de la maison, et de les emmener au Canada pour les sauver, pour les ramener à leur famille. Et donc on les retrouve dans une maison avec un autre lord, enfin d'autres personnes haut placées, pour les sauver et les cacher de Gilead. Et donc on voit cette vie en communauté à la suite de cette escapade. Et est-ce que vous aviez regardé ces premières saisons quand elles étaient sorties, ou alors vous les avez regardées pour cet épisode-là, Elsa ? Oui, j'ai regardé la série juste pour le podcast, même si avant, je sais qu'elle avait eu un gros écho dans le monde des séries parce qu'elle avait reçu beaucoup de nominations et de prix. Mais je l'avais pas regardé parce que le thème me fascinait pas tellement, et donc voilà, donc je l'ai regardé pour le podcast et je vais expliquer mon avis au fur et à mesure de l'épisode. Toi, Florian, je crois que tu l'as découvert aussi pour le podcast, c'est ça ? Absolument, parce qu'on m'avait dit, et à tort, et j'en veux aux gens qui m'ont dit ça, que c'était très lent. Et que c'est un peu lent. Et moi je trouve pas. On m'a dit que c'était très lent. Alors il y a effectivement une esthétique avec beaucoup de plans au ralenti, beaucoup de plans beauty, pas forcément des dialogues tout le temps pour appuyer les situations. Il y a même quelques plans qui sont parfois un tout petit peu clichés, par exemple avec l'incendie qui est déclenché par Serena dans une des saisons précédentes, où elle reste devant le feu et June vient la sortir de manière très très calme. Voilà, c'est une esthétique qui est particulière, avec un point de vue qui est assumé, mais pour autant je trouve pas que ce soit lent, et les situations sont tellement fortes et violentes et puissantes qu'on est happé avec elle en l'occurrence, et du coup j'ai pas du tout ce sentiment de lenteur. Elsa ? Mais moi j'ai trouvé que les plans ralentis, etc., c'était très beau, mais la lenteur vient du fait pour moi de la narration qui est un peu, ça a du mal à avancer, c'est-à-dire que là dans le premier épisode on les voit à la ferme, mais il y a d'autres intrigues qui viennent se mêler, mais du coup moi je me dis allez, on va où est-ce que ça avance en fait ?
Et est-ce que vous trouvez que ce premier épisode de la saison 4, il est bien écrit ? Est-ce que on voit qu'il suit vraiment, ça se finit quasiment à la minute qui suit la saison 3, mais est-ce que il nous fait bien retourner à Gilead ? Ne c'est pas tout à fait à Gilead, mais en tout cas, est-ce qu'il nous ramène bien dans l'univers de la série, Emma ? Alors moi j'ai trouvé totalement, sachant que personnellement j'ai suivi chaque saison dans l'ordre des sorties, et en plus on se finissait cette saison 3 sur un moment important, et du coup t'avais qu'une hâte, c'était de revenir sur la saison 4 pour comprendre ce qui se passe par la suite, parce qu'à la fin de la saison 3 tu penses que June va mourir, sauf qu'au final elle reste en vie. Oh, tu te doutes que... Oui, mais non, mais ça pourrait, la saison 4 peut être après June. Qu'est-ce qui se passe après June ? Et j'ai trouvé ça assez intelligent, enfin j'ai beaucoup aimé, et c'est un des trucs très... Qu'elle ne meurt pas du coup ? Oui, Ah oui. j'étais contente du coup, j'étais plutôt contente. Oui, mais c'est vrai que bon... Moi, Mais de voir du coup toute la suite, et de voir les enjeux après cette grosse libération, ce moment clé dans cette série, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est que chaque fin de saison te laisse... T'as envie de voir la suite. T'es vraiment... Florian. Je trouve que c'est très bien écrit parce que justement j'ai l'impression qu'elle renaît au début de cette saison 4, et ça va aussi avec la globalité de la série qui pour certains tournait un tout petit peu en rond sur la deuxième moitié de la saison 3. Ce début de saison 4 c'est une bouffée d'air frais, et avec la renaissance justement de June, c'est aussi un peu la renaissance de la série, en tout cas c'est un nouveau souffle, une mise en avant, et moi j'ai trouvé que cet épisode 1 il faisait un bien fou. La scène où on apprend la libération de 86 enfants et il leur balance dans la tronche comme ça à Serena et au commandant Waterford, on se dit enfin quoi, ça me rappelle la mort de Joffrey dans Game of Thrones. C'est des moments, cette série on alterne entre respiration et apnée. Parfois on est en apnée pendant plusieurs épisodes, et là c'était un moment de respiration, on se doute que ça va retomber, c'est les montagnes russes, là on est dans un moment très haut, on se doute qu'on va redescendre très bas, mais on en profite quoi. Cet épisode 1 il fait un bien fou, ça nous permet de respirer, ça fait du bien. Elsa, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce premier épisode ? Déjà, même de manière générale sur la série, c'est l'esthétique qui est quand même magnifique, cette image à la fois qui est bleutée et grise, mais en même temps qui est froide. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette esthétique-là, et puis les décors, et j'aime beaucoup aussi le personnage de Makina Grace, je crois, c'est la petite, qui est Madame Keyes, qui a cette espèce de tension dans son regard qui montre toute sa douleur, et ça j'adore. C'est une actrice formidable, hein. Elle est toute jeune, elle a je crois 14 ans, ouais. C'est ça. Et vous avez pu la voir, elle a fait le film Mary avec Chris Evans, elle a joué dans le dernier Annabelle 3, et elle est très jeune, et elle est très forte en jeu. Et Elsa, oui. Mais d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que moi je me demande toujours comment ça se passe, la direction d'acteurs avec des jeunes comme ça, leur expliquer la dureté de ce qu'ils doivent tourner. Enfin bon, même si là elle a 14 ans déjà, mais elle, je pense qu'elle est assez mature. mais il faut être mature, tu vois, pour jouer un rôle comme ça. Donc je trouve ça intéressant, et j'aimerais bien en savoir plus. Mais bon, hâte d'interviewer Makina Grace. Emma, qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans ce premier épisode de saison 4, ou en tout cas dans ce début de saison 4, puisque à l'heure où nous enregistrons, il y a les 4 premiers épisodes qui sont sortis. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu, très sincèrement. D'accord. Juste que je suis assez pressée devant la suite, et que moi j'ai regardé vraiment que le premier épisode pour le coup. Mais voilà, j'avais envie de... Effectivement, peut-être des petits moments de lenteur, mais parce que moi j'ai tellement hâte de voir la suite que c'est peut-être ça. Mais il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu dans ce premier épisode. Florian. La seule chose qui pourrait moi me déplaire, et c'est pas que sur cette saison 4, c'est sur la série en entier, c'est le fait, je trouve qu'elle souffre de passer après Game of Thrones. Et je vais m'expliquer, Game of Thrones, cette série a habitué les téléspectateurs à ce que les personnages principaux puissent mourir d'un coup, et qu'on puisse continuer l'histoire. Et là, le problème, pour moi, le seul de la série, c'est que j'ai l'impression que l'héroïne est immortelle et qu'elle ne va jamais mourir, et que du coup il ne peut rien lui arriver, et que même quand on la torture, même quand elle est dans une situation inextricable comme ça au premier abord, ou même quand elle est mortellement blessée, en fait elle ne va jamais mourir malheureusement, et ça souffre de la comparaison. Si ça avait été dans le milieu des années 2000 à côté de Desperate Housewives, on se serait dit oui, c'est une série comme d'habitude, etc., et on aurait accepté le code. Aujourd'hui je trouve qu'on l'accepte un petit peu moins bien. C'est le syndrome Marvel, comme on appelle ça. C'est ce que j'allais dire, c'est le seul défaut de la série en entier, c'est qu'il ne lui arrive jamais rien à June réellement. Enfin, il lui arrive des trucs, hein. Oui, non, mais il lui arrive des trucs bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est jamais réellement punie de on ce sait qu'elle qu'en fait, fait. quoi qu'il lui arrive, elle survivra toujours, et c'est un écueil. Et du coup, il y a une tension que ça enlève un peu, parce qu'on se dit bon, elle va survivre dans tous les cas, parce que c'est donc c'est un peu le souci. Elsa. Mais je trouve que ça participe à cet effet de redondance qui peut y avoir pour moi dans la série, ou notamment dans l'épisode 3 là. Moi, cet épisode 3, il m'a un peu fatiguée dans le sens où elle se fait torturer,
la saison... de la saison 4. La saison 4. Elle se fait torturer, après bon, elle a un moment de répit, mais elle se fait... Enfin, comme tu dis, elle s'en sort toujours, et puis aussi le moment avec sa fille, moi je me dis, cette histoire avec sa fille, je trouve que c'est hyper redondant par rapport à toutes les saisons avant, donc moi, ça me fatigue un peu. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va se taper quand même toutes les saisons, elle va dire non mais je peux pas partir parce qu'il y a ma fille quoi. Et combien de temps ça va durer? C'est l'argument depuis la saison 1 où elle a eu plusieurs portes de sortie, quoi, quasiment dans saison 1 elle aurait pu partir et c'est juste que ça n'a pas marché, mais alors depuis elle est vraiment en mode moi je fais ma vie à Gilead donc c'est sympa en fait ici quand même, mais elle est en mode mais tu sais. du coup mais en fait c'est un moyen de pression qui effectivement qu'on a depuis 3 saisons. Est-ce qu'il est pas un peu redondant ce seul moyen de pression sur elle, Emma? Surtout qu'au bout d'un moment je pense que limite elle pourrait être plus utile libre que Oui. enfermée c'est ce que je me dis moi, parce que quand tu vois justement toute la pression qui est que font que font Fred Oui. et Serena pour récupérer leur bébé qui est au Canada et qui marche entre guillemets, je pense que ça pourrait être tout aussi impressionnant si c'était fait à l'inverse, et c'est là où je me dis si on parle de réalisme, elle pourrait limite être plus importante au Canada libre pour sauver sa fille que à Gilead, mais il y a toujours Gilead, merci pour juste rester coincé et rien faire. D'accord, bon bah alors on va revenir sur toutes ces choses là, mais Elsa, je me tourne maintenant vers toi afin que tu t'attaques à la production de la série en nous révélant les secrets. Alors, difficile de vous dévoiler tous les secrets de la production de l'entièreté de la série, tant il y en a, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Tout d'abord, parlons de la République de Gilead, et non Gilead, Emma, je suis désolée. Bah ça va, hein, c'est bon. Le régime totalitaire dans lequel évolue le personnage de June, interprété par Elizabeth Moss, l'équipe technique a fait un travail formidable pour nous reconstituer cet état qui peut aussi être considéré comme l'enfer. Le tournage a eu lieu dans différentes régions du Canada, dont Toronto, ou encore Cambridge et Hamilton en Ontario. Dans cette saison 4, la ferme de Madame Keyes est en réalité une immense propriété cédée au Ontario Heritage Trust, qui est une organisation de protection du patrimoine, et cette propriété a été cédée depuis 1982. Et la forêt que l'on aperçoit tout autour de la ferme est en fait une réserve naturelle appartenant à l'UNESCO. Alors que la saison 1, 2 et 3 se situaient à Boston et avaient une maison en guise de décor principal, donc la maison des Waterford pour la saison 1 et 2 et la maison du commandant Lawrence pour la saison 3, la saison 4 va se situer à Chicago. L'intention derrière ce changement de décor est d'enlever la vision claustrophobique que pouvaient avoir les spectateurs de la série et leur présenter une saison riche en liberté qui est le symbole de l'envie de June de créer un changement. Concernant l'interprète de June, Elizabeth Moss, celle-ci est au naturel dans cette série puisqu'elle est filmée sans maquillage. C'est Bruce Miller, le showrunner de la série, qui explique que de cette façon, cela autorise la manière de jouer de l'actrice d'être plus directe puisque chaque détail de son visage est visible. Côté technique, de nombreuses femmes se sont succédées pour réaliser les épisodes de la série, comme par exemple Reed Morano qui a réalisé les 3 premiers épisodes de la saison 1, Carrie Scotland qu'on connaît bien puisqu'elle a réalisé Falcon et le Soldat de l'hiver dont on a parlé récemment, et il y a aussi la franco-turque Denise Gamzier-Guven qui a réalisé le film Mustang. Petit fun fact qui fait du bien, chaque réalisatrice ou réalisateur de chaque épisode est forcément assisté par une jeune réalisatrice dans la réalisation de l'épisode. Les femmes sont évidemment mises à l'honneur, que ce soit à l'écran ou derrière la caméra, et ce sont Julie Berghoff et Anne Krapke qui sont à l'origine des décors et des costumes de la série. Julie Berghoff, la créatrice des décors, explique notamment que le décor le plus difficile à créer a été celui de l'épicerie pour la raison que les femmes n'étant pas autorisées à lire, il a fallu imaginer tout un code de symboles afin de remplacer les étiquettes. Pour ce qui est des costumes, il y a précisément 3 raisons pour lesquelles la robe des servantes est rouge. La première provient de la couleur du sang lorsqu'une femme donne naissance à un enfant. La deuxième raison provient de Marie-Madeleine. Et enfin, la troisième raison est le fait que si une servante venait à s'enfuir, ça se ferait tout de suite. Les créateurs de la série ont donc dû imaginer visuellement tout un monde pour la série, mais ils se sont aussi permis de prendre quelques libertés par rapport au livre. Par exemple, Moira, la meilleure amie de June, est blanche dans le livre, tandis qu'elle est noire dans la série et interprétée par Samira Wiley. Une autre liberté prise par les scénaristes est que Defred s'appelle en réalité June. Dans le livre, Defred n'a pas de vrai prénom. De manière générale, la série a permis d'ouvrir les yeux à certains acteurs sur les issues féministes qu'elle implique. C'est le cas pour Joseph Fiennes, qui interprète le commandant Fred Waterford. L'acteur a encore plus pris conscience des inégalités qui séparaient les hommes et les femmes, mais aussi les inégalités qui séparaient les femmes entre elles, telles que la couleur de peau ou l'origine sociale. D'ailleurs, l'écho de la série a été tel que, par exemple, des protestantes pour le droit à l'avortement se sont habillées comme le personnage de la série pour manifester dans la rue au Texas, donc comme les servantes.
Et enfin, cette saison 4 de The Handmaid's Tale qui commence sur les chapeaux de roue puisque la plateforme américaine Hulu vient de confirmer que cette saison 4 de la série était l'œuvre originale de Hulu la plus regardée en l'espace d'une semaine. On peut se douter que la saison 5 qui a déjà été annoncée va aussi faire un carton. Bien, merci beaucoup Elsa pour toutes ces informations. Emma, tu veux tout de suite réagir? Oui, et moi ce que je voulais dire, c'est que ça fait du bien de voir une série 100% féministe. On parlait il y a pas très longtemps de Charmed, où on disait qu'il est censé mettre en avant 3 femmes voilà, indépendantes et qui dans le fond étaient pas si féministes que ça parce qu'il y avait aucune femme à la réalisation. Là, on sent que c'est impliqué à 100%, que ce soit de la réalisation au tournage, aux actrices, et voilà, ça fait juste du bien en fait. Florian. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Elsa par rapport à la couleur rouge. Pourquoi est-ce que la couleur rouge a été choisie? Moi, j'ai encore une autre origine que j'ai découvert justement par rapport au puritanisme de la Nouvelle-Angleterre dont je parlais du XVIIe siècle. À cette époque-là, dans la Nouvelle-Angleterre, on peignait le corps des femmes d'un A rouge, qui voulait dire adultery, donc adultère, pour les femmes qui étaient coupables, qui étaient reconnues coupables d'adultère, et donc ça s'appelait The Scarlet Letter, la lettre écarlate, ouais. qui a fait aussi l'objet d'un roman Et d'un film. Et cette Scarlet Letter a été aussi adaptée en tenue carrément rouge, et c'est aussi une origine de cette couleur qui a été choisie. Elsa, oui. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont vraiment pensées dans la série de manière globale. Par exemple, le fait qu'il y a un petit easter egg, le fait, tu sais, les servantes écarlates, elles se font percer l'oreille enfin avec un numéro. Et le numéro de June, c'est 1985, comme la sortie du livre original. Margaret Atwood. C'est une série auquel on a reproché il n'y a pas longtemps une violence excessive et gratuite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Emma? Bah non, enfin, Oula. c'est la réalité de plein de femmes, il faut mettre ça en avant, c'est une réalité que plein de femmes dans le monde entier subissent chaque jour, que ce soit au Moyen-Orient, même en France, même dans des pays beaucoup plus avancés occidentaux, et c'est pas violent, c'est juste la réalité, c'est ce que disait par exemple Margaret Atwood quand elle a écrit son livre, c'est rien que l'humanité n'ait jamais fait, donc c'est pas gratuit, c'est juste réaliste pour moi. Florian. Je suis exactement d'accord parce que c'est la critique un peu majeure qu'on retrouve sur cette série, que ça se complaît justement dans la démonstration de la violence, de la torture, de la douleur, etc. Et on appelle ça le torture porn sur les critiques qu'on peut lire, ça porte le nom de torture porn. Je suis pas d'accord avec ça. Torture porn, en fait, c'est un sous-genre du film d'horreur ou du coup de série horrifique. Et c'est Saw, par exemple, c'est du torture porn. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'à partir du moment où tout ce qu'on voit, ce sont des choses qui ont réellement été faites dans l'histoire de l'humanité. Le principe, ça a été de dire on n'a pas épargné les femmes qui subissent ou qui ont subi ce qu'on voit à l'écran. Alors on va pas épargner les personnages. Donc de la même façon, si on n'épargne pas les personnages, on ne va pas épargner les spectateurs, on ne va pas épargner la petite sensibilité de certains spectateurs. Si encore ça avait été des choses sorties de son imagination, justement pour faire dans le spectaculaire, faire dans le sky rojo, faire des choses gratuites, j'aurais pu le comprendre. Là, ce sont des choses qui existent ou qui ont existé. Donc il faut qu'on se mette en face de ce que l'être humain est capable de faire. Emma. Non, en fait, je pense que cette série, en fait, juste arrête de mettre des tabous sur tout ce qui, actuellement, dans notre société, est vraiment tue. On essaye de minimiser ce que vivent certaines femmes, et pour une fois, on a une série qui montre les choses telles qu'elles sont, et comment on les vit réellement, et je trouve ça hyper important, et c'est pour ça que pour moi, cette série, il faut la voir, parce que le sujet est essentiel, et que c'est nécessaire de regarder pour comprendre l'enjeu de tout ça. Elsa. C'est une série qui montre aussi la colère intérieure des femmes. Par exemple, dans la saison 4, on voit la petite Madame Kiss qui a 14 ans, du coup, qui tue un homme qui l'a violée. Elle a 14 ans, le personnage, ou c'est le... Je pense qu'elle est pas très loin. Hein. Le personnage s'est jamais évoqué, mais si on calcule, c'est à peu près ça. Je crois que c'est 14 ans. Et c'est intéressant de montrer la violence que les femmes... c'est pas parce que c'est des femmes et qu'elles devraient forcément être gentilles, etc. Elles ont le droit d'être violentes, elles ont le droit d'avoir de la colère, et on le montre, et on montre même des choses qu'elles font, même si on n'est pas forcément d'accord avec le fait que ça devrait se régler comme ça, mais c'est comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une série qui du coup a réussi à se renouveler quand même narrativement au fur et à mesure de ces 4 saisons, en arrivant à cette 4e saison? Est-ce qu'elle se renouvelle ou est-ce qu'elle tourne en rond, Florian? Moi je trouve que ça arrive à se renouveler avec cette saison 4, justement parce que je me faisais la réflexion en regardant la série. Je me disais, donc j'avais cette réserve sur le fait qu'elle était immortelle, et j'ai une deuxième petite réserve sur le fait qu'elle est
extrêmement vertueuse, elle prend toujours les bonnes décisions, elle fait toujours les bons choix, elle pense toujours à l'intérêt général, elle a aussi évidemment sa fille qui la tient à Gilead, voilà, mais je me dis elle est trop vertueuse, elle ne fait jamais de mauvais choix. Et dans ce premier épisode de la saison 4, elle va pousser Madame Kiss vers de la violence, et du coup à ce moment-là je me suis dit, et peut-être que j'ai tort, hein, mais à ce moment-là je me suis dit, déjà elle a changé de tenue, elle est habillée en Martha et limite en tante, on a l'impression qu'elle a l'habit des tantes, et qu'elle est en train de se transformer peut-être elle-même en tante. Elle pense bien faire en disant à Madame Kiss de démasculer, en tout cas de blesser l'homme qui lui a fait du mal, elle l'envoie vers la violence. Alors qu'on se dit, c'est comme la peine de mort, on n'a pas le droit de punir avec ce qu'on interdit de faire. C'est pour ça que la peine de mort a été abolie en France, par exemple. On ne punit pas avec ce qu'on interdit de faire. Du moment où elle passe la barrière et où elle pousse Madame Kiss à de la violence, elle fait ni plus ni moins que ce que fait Tante Lydia en saison 1, c'est-à-dire que Tante Lydia, elle pense extrêmement bien faire quand elle le fait. Le personnage pense avoir raison. Elle pousse les femmes vers la violence pour de bonnes raisons. Là, moi, et à ce moment-là, je me dis, ah, super, elle commence à avoir des défauts, elle commence à mal agir, en pensant bien faire, elle commence à avoir cette part de vice. Elle devient un peu Daenerys si on veut continuer. Elle devient, je me suis dit, elle se transforme en tante. Oui, Elsa. Mais les scénaristes, c'est un truc qu'ils voulaient explorer. Ils ont dit que June, au travers de cette 4e saison, allait peut-être se perdre elle-même un petit peu au travers de son voyage vers la liberté, entre guillemets. Mais Emma. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Florian quand il dit qu'elle fait jamais rien de mal. Quand, par exemple, elle décide de pas s'enfuir avec Emily dans la saison 2, à la fin de la saison 2. Oui. Voilà, pour aller récupérer sa fille, elle met dans une mer de monstres les gens qui ont essayé de l'aider. Et c'est pas pensé au global, au final. Je crois qu'il parle plutôt moralement. Ouais, c'est ça. Moralement, c'est un choix qu'elle décide parce qu'elle veut sauver sa vie, c'est super. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont mis dans la merde pour essayer de l'aider à sortir, pour s'échapper. Et à la dernière seconde, elle fait bah non, je reste pour aller sauver ma fille. Oui, mais ce que je veux dire, je comprends ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est parent, par exemple, on va se dire bah oui, c'est normal, on comprend, c'est le bon choix, c'est bravo, tu pourrais penser qu'à toi. Et d'ailleurs, parfois dans la série, je me suis dit mais pense un peu à toi, cocotte. Mais on se dit oui, tu pourrais être égoïste, penser à toi, t'enfuir et renoncer, etc. Et ben non, tu vas rester pour ta fille, etc. C'est de ce côté-là qu'elle est ultra vertueuse. Elsa. Un peu trop. Mais du coup, pour moi, ça fait partie de cette redondance dans la série. Et pour moi, la série serait encore plus géniale si ça avait été une mini-série. Je m'explique. Quand j'ai vu la saison 1, je me suis dit, c'est long, quoi. Enfin, même les thèmes que ça traite, ça change pas vraiment. Il n'y a pas ces sous-thèmes qui changent. Je sais pas, ça parle toujours un peu de la même chose de manière... même un peu différente, mais ça parle toujours de la même chose, donc du coup moi je trouve ça redondant, et du coup c'est vrai que je me suis dit en mini-série ça aurait été génial, le rythme il aurait été élevé, il y aurait eu de l'attention tout le temps, mais là sur 4 saisons, moi ça me fatigue. Emma. Moi, je trouve qu'elle n'est pas redondante, cette série, parce que les personnages évoluent énormément. Et c'est ça qui fait qu'elle reste tout le temps intéressante, c'est que même si le fond de l'histoire, l'action reste la même, les personnages sont hyper évolutifs. Il me semble que toi, Florian, tu devais regarder que le premier épisode de la saison 4 parce que tu n'avais jamais vu The Handmaid's Tale. C'est pas ce que tu as fait finalement, je crois. Non, finalement, j'ai tout regardé. Je suis reparti de la saison 1 et j'ai tout regardé. Et bah, t'as eu raison, parce que je sais pas comment t'aurais pu apprécier la série comme il se doit si t'avais juste vu le premier épisode de la saison 4, parce que t'as tellement accompagné le personnage de June et tous les autres personnages dans leur vie, dans leur quotidien, que tu t'attaches à eux, et c'est là où la série prend toute son ampleur, et ça aurait gâché complètement l'histoire de ton point de vue personnel, de ton visionnage, et c'est là où la série est vraiment intéressante. Moi, pour revenir sur cette idée de redondance, les gens vont croire que je vais avoir un mouton noir avec un problème avec les flashbacks, mais moi c'est le souci que j'ai avec cette série là, c'est une utilisation, mais quand on regarde les premières saisons, parce que justement moi je préfère les saisons quasiment 3 et 4 parce qu'ils ont plus d'inspi, ils ont quasiment fait tous les flashbacks, donc il y en a beaucoup moins, alors que la saison 1 et 2 c'est une inondation de flashbacks. Et alors au tout début je commence à regarder et je me dis c'est une série qui utilise bien les flashbacks parce que ça nous amène à comprendre comment on en est arrivé là, donc je trouvais ça intéressant. Et puis ensuite on se tape des flashbacks, il y a un épisode, c'est sa première cérémonie avec le personnage de Joseph Fiennes, et le flashback c'est la première fois qu'elle a couché avec son mec.
quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça nous apporte de voir ce flashback-là? Ça n'apporte rien. Et j'ai l'impression que ça fait partie de cette façon d'étendre cette série-là sur le long terme, ça a été de mettre des flashbacks qui du coup font pas avancer l'histoire. On comprend un peu les origines, mais ça ralentit d'avancer l'histoire. Et c'est ce que je reprochais aux premières saisons. C'est moins ce qui arrive, ça arrive de moins en moins, souvent en saison 3 et 4, et quand ça arrive, souvent les flashbacks sont intéressants. Mais c'est juste, faut pas utiliser des flashbacks pour rien, quoi, Emma. Pour moi, ils sont pas utilisés pour rien. Justement, l'enjeu, c'est de montrer comment elle survit à cette vie-là. Et du coup, les flashbacks, c'est juste, si tu remarques bien, les flashbacks ont lieu dans une situation qui est presque insoutenable, en général. Par exemple, quand elle couche ou quand elle fait la première cérémonie avec... Ils arrivent tout le temps, les flashbacks. Vraiment, en saison 1 et 2, t'en as 6 par épisode au moins. C'est un peu comme si on rentrait dans la tête de June, en fait. Mais c'est le principe d'un flashback. Elle se rappelle de ce moment-là pour se dire... Pour juste avoir un sentiment de bien-être minime, et je trouve qu'ils sont mais le faire une fois, je suis d'accord, mais le faire, moi, c'est les premières saisons. Nous on parle plutôt de la saison 4 où justement je reproche pas tellement ça pour la saison 4, mais sur les premières saisons je trouve que c'est vraiment je trouve ça quasiment un peu ridicule et un peu facile. C'est une facilité pour faire ralentir l'histoire, Elsa. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce coup-là, parce que je trouve que ces flashbacks qui permettent aussi de montrer cette vie d'avant et de nous faire rappeler à quel point la liberté est précieuse. Moi, ce que j'ai dit, ce qui m'intéresse dedans, c'est comment la bascule entre l'ancien régime, la démocratie, et ce régime autoritaire. Tout ce qui va dans ce sens-là, ces flashbacks-là, je les trouve très bien. Mais tous les autres, on voit juste l'ancien monde du coup qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça nous apprend pas grand-chose. Tu vois, par exemple, la première fois, quand elle couche avec son mec, ça montre aussi qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec quelqu'un que t'aimes et de manière consentante, et aussi quelqu'un avec qui tu veux, de manière non consentante. Oui. C'est violent en fait de montrer en fait, c'est des parallèles qui sont violents. La séquence, oui, mais il y a toute la partie où ils se rencontrent. Après, évidemment, tu pourras me dire que c'est juste la rencontre où elle est forcée avec le personnage de Fred. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé une lenteur là-dessus. Après, bon, avançons parce que du coup, ça, ce sont les premières saisons surtout. Et donc, c'est une série aussi qu'on reconnaît pour ses qualités, notamment de mise en scène. Elsa, c'est ton cas, toi, t'as apprécié cette mise en scène? Oui, c'est vraiment un des points forts pour moi de la série, et notamment cet épisode 3, dont j'ai trouvé un peu de la redondance, mais il y a quand même des plans magnifiques, notamment à la fin, où on voit les servantes qui sont dans leur lit et qui se tiennent la main. Il y a des plans comme ça. Épisode 3 de la saison 4. De la saison 4, pardon. Il y a des plans avec du flou. Moi, j'adore tout ce qui est flou, parce qu'il y a de la sensibilité, en fait, dans ces images. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y avait une douceur. Pour plaire à Elsa, il faut du flou, quoi. Du flou. Emma, est-ce que tu... Il y a des très belles mises en scène, je trouve, des jeux de lumière qui sont magnifiques, une photographie incroyable dans cette série. Et si on parle de ce premier épisode de la saison 4, justement, quand elle... J'ai beaucoup aimé la mise en scène on passe d'un coup d'une scène très violente avec le personnage de la maîtresse de maison qui, du coup, mutile cet homme qui a abusé d'elle et qui, d'un coup, rejoint June dans ce lit et où elle se sent là, telle une mère et son enfant, et c'est décalage d'une scène à une autre que j'ai trouvé vraiment génial dans la série. Florian? Dans la saison 4, comme le disait Elsa, notamment sur l'épisode 3, que je veux pas trop spoiler, mais il y a notamment un plan où les servantes sont accroupies et où elles se lèvent. J'essaie de pas trop en dire, mais du coup, rien que le fait de se lever et la façon dont c'est filmé, épisode réalisé par Elisabeth Moss elle-même, qui interprète donc June, rien que le fait de se lever, de se tenir la main, ça raconte énormément de choses. Le fait qu'elles ne veulent pas être restées prostrées, et je trouve qu'avec des petites choses comme ça sans dialogue, ils font passer énormément d'informations et d'émotions. Bon, Emma, je me tourne maintenant vers toi, parce qu'on n'arrête pas de parler d'une personne depuis le début de cet épisode. C'est donc Elisabeth Moss qui tient le rôle de June, le premier rôle de cette série-là, et on va voir qu'il tient d'autres rôles. Donc Emma, tu vas nous en apprendre plus. Il est l'heure du focus d'Emma. Comme tu l'as si bien dit, Aurélien, mon focus d'aujourd'hui ne se tournera pas autour de la série dans sa globalité, mais autour de l'actrice principale Elisabeth Moss. L'interprète de June, ou of Fred, de Fred en français, dans The Handmaid's Tale, est aujourd'hui l'une des actrices les plus engagées sur la cause féministe, et c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une petite rétrospective des points importants de sa carrière. Mais vous me demanderez... Oh yes. Mais Emma, que peut-on savoir de plus sur Elisabeth Moss? Oui, attends, excusez-moi, il y a une question qui me vient comme ça. Interminable. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de
plus finalement sur Elisabeth Moss? Je suis ravie que tu me poses cette question, Florian, parce que Ouais, c'est ça quand m'est venu, même... là, comme ça. je me doute, c'est comme un éclair. Eh bien, je vais vous le dire et je vais vous partager tous les petits secrets autour d'Elisabeth Moss. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle a commencé dès l'âge de 6 ans avec une comédie musicale qui aura permis qu'elle soit repérée. Puis, à 17 ans, elle est propulsée assez tôt sous le feu des projecteurs en raison de la popularité de la saison à la Maison-Blanche. Elle y prête alors ses traits à Zoé Bartlett, la fille cadette du président des États-Unis, jouée par Martin Sheen. Ce qui fait qu'elle se démarque particulièrement, c'est pas son physique, en fait, c'est sa prestance et son jeu d'acteur. Et c'est donc ainsi que sa carrière commence. Sa carrière décolle réellement avec Mad Men, où elle interprète le rôle de Peggy Olson, l'ex-dactylo coincé, devenu cadre de la publicité dans Mad Men. C'est devenu, grâce à ça, et selon le New York Magazine, l'une des plus grandes icônes féministes de tous les temps. Elle dira d'ailleurs « J'ai vécu le moment où l'écriture de séries a hissé la télévision à un niveau qu'on n'avait jamais connu. Elle offre aujourd'hui davantage d'opportunités pour les acteurs comme pour les auteurs et les réalisateurs. » Ensuite, on la retrouva dans Top of the Lake, mais aussi le film The Square, drame suédo-danois de Ruben Östlund que je vous conseille vivement, Palme d'or à Cannes l'année 2017, et dans lequel on lui doit 2 scènes d'anthologie. Ses apparitions au cinéma sont éparses, mais reflètent sa personnalité, comme par exemple dans Mad Men, où on voit son côté un peu jeune fille coincée, mais aussi où on répond aux violences et aux désirs qu'elle suscite et sa vitalité. Tous ces rôles sont à moyen de dénoncer une réalité sociale, subtilement ou pas. Par exemple, dans le dernier film auquel elle a participé, The Invisible Man, on dénonce le sort des femmes battues et des hommes invisibles face à la justice. C'est un film que je vous recommande vivement parce que c'est très réussi. C'est une sorte de. C'est pas tellement un film d'horreur, c'est une sorte de thriller psychologique, mais surtout, c'est vraiment une relecture moderne du mythe de l'homme invisible et du coup, qui est version effectivement qui parle de violences faites aux femmes et de cette souffrance aussi invisible que cette présence des hommes sur ces femmes battues qu'ont souffert, et donc je recommande. Merci Aurélien, je prends note. Elisabeth Moss est avant tout une femme engagée, comme j'ai pu vous le montrer avant, et comme elle le dit dans une interview pour Brut en 2020, avec l'affaire Easy Mentel, je me souviens que nous avions vraiment cette sensation que c'était quelque chose dont nous devions parler. Nous devions faire savoir aux gens que nous sommes féministes et que c'est pour cela qu'on se bat, et que c'est important, parce que apparemment tout le monde n'est pas d'accord. Toute cette lutte se traduit d'ailleurs aujourd'hui dans sa manière de réaliser. En effet, pour la saison 4 de La Servante écarlate, celle-ci passe derrière la caméra pour l'épisode 3, 8 et 9, épisode 3 dont vous semblez tous parler assez vivement. Amy Howard. Je prends les pronostics, Florian. Elle décrira alors cette nouvelle saison en 3 mots simples, never given up, soit ne jamais laisser tomber en français. Pour elle, il est important de montrer que ce combat est un combat permanent, qu'on ne pourra pas arrêter tant que l'égalité ne sera pas obtenue. Si on pourrait penser qu'Elisabeth Moss a apporté un peu d'elle dans cette série, c'est vrai, mais c'est un peu l'inverse qui a eu lieu parce que, petit fun fact, aujourd'hui il lui arrive d'avoir des tics de langage, comme par exemple quand il y a une bonne nouvelle qui apparaît, elle dit « loué soit-il » comme dans la série. Praise it be. Ce qui est un peu étonnant parce que c'est quand même des moments assez violents, donc c'est drôle qu'elle ait gardé ça. Et d'ailleurs pour elle, June n'est pas seulement un rôle, c'est une partie d'elle-même qui a pu se dévoiler grâce à cette série. Le public l'a d'ailleurs ressenti car les critiques sont excellentes et sa performance lui vaut l'Emmy Award et le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. On n'oubliera pas ses autres récompenses comme la mini-série Top of the Lake de Jane Campion, qui est un autre succès critique qui lui vaut une poignée de nominations, et le Golden Globe de la meilleure actrice. Et depuis 2009, c'est important de montrer qu'avec Mad Men, chaque année, elle est nommée aux Emmy Awards et Golden Globes pour la meilleure actrice. Et elle en a gagné, comme je disais, dans ses anciennes séries. Du coup, moi, je vous propose, ceux qui nous écoutent, de nous partager ce que vous préférez chez Elisabeth Moss. Mais justement, est-ce que vous, autour de la table, vous la connaissiez avant, The Handmaid's Tale, ou pas rapidement, Elsa? Non, pas vraiment, non, je regardais pas Mad Men, donc non. Et Pareil, toi, je passe à côté de Mad Men, donc pour moi c'était un nouveau visage. Ah ouais, Emma, toi, tu as vu Mad Men? Regardez Mad Men, c'est incroyable. Moi, c'est ce qui. On fera peut-être dans l'épisode 1, c'est une série culte, donc oui. ça arrivera. Moi, j'ai une question déjà à vous demander. Est-ce que elle porte la série toute seule, Elisabeth Moss, ou pas? Est-ce que il y a d'autres personnages qui quand même apportent quelque chose, ou c'est quasiment elle toute seule? Florian. Le personnage de Tante Lydia, par exemple, qui moi, à titre perso, est un de mes personnages préférés. Mon Ouais, moi personnage aussi, préféré, elle me fascine autant qu'elle me terrorise, et elle est très complexe. Donc, évidemment, Elisabeth Moss a une performance incroyable et porte la série presque à elle toute seule. Mais tous les personnages secondaires font passer la série à un rang culte.
Il y a Emma qui faisait non de la tête. Pour moi, elle porte pas ça à elle toute seule. Enfin, cette série ne serait rien sans les personnages secondaires, sans le personnage de Serena, plus notamment, moi je trouve, sans le personnage de Janice, qui est excellente. Son jeu d'œil est incroyable. Non, mais l'interprétation de Janice Janine. Est géniale. Pareil, Tante Lydia, effectivement, est un personnage très ambigu. Moi, je trouve que la particularité, le génie de cette série, c'est qu'il n'y a pas un personnage auquel on ne s'attache pas une seconde. À un moment, chaque personnage a son moment où on se dit en fait c'est pas tant un connard que ça, c'est pas aussi simple que ça, et qui fait qu'on s'y attache d'une manière ou d'une autre. Elsa. Mais la prestation des acteurs est aussi portée pour moi avec tous ces costumes, ces décors qui font qu'ils sont encore plus dans l'ambiance. Pour moi, c'est presque ça qui porte la série plus que la prestation des acteurs. Et qu'est-ce qui fait que cette série elle est aussi culte aujourd'hui selon vous, Florian ? Pour moi, c'est la portée politique que peut avoir la série, au-delà même du fait d'être un objet de divertissement, un objet télévisuel. Quand on regarde, il faut se rappeler que la saison 1 est sortie en 2017, donc avant le mouvement MeToo. Il en a peut-être été le précurseur, ou alors il en a été le visionnaire, mais en tout cas, il faut lui rendre cette grâce. Et puis je repense à la saison 2, on voit par exemple, et c'est le début de la fin des États-Unis et l'avènement de Gilead, il regarde à la télé un groupe armé de 30 personnes qui fait l'attaque du Capitole. Et donc là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est des prédictions autoréalisatrices ? Ça, c'est en psychologie. C'est est-ce que parce que ça s'est passé dernièrement, l'attaque du Capitole avec des fanatiques. Est-ce que ces gens-là ont vu la série et se sont dit, allez, il faut faire ça, et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à faire tomber le gouvernement ? Ou alors est-ce que simplement la série était visionnaire ? Mais en tout cas, il y a une imbrication avec la réalité qui fait que c'est forcément culte. Dans la saison 2, on a aussi à l'hôpital quand June se fait rabrouer par l'infirmière parce qu'elle n'a pas surveillé assez son enfant parce qu'il avait de la fièvre. Et on se dit qu'aujourd'hui, avec tout ce qui peut se passer de crise sanitaire, etc., est-ce que ça a été précurseur ou visionnaire de tout un tas de choses ? Et est-ce qu'on va justement voir de plus en plus des séries comme ça, des séries engagées comme Handmaid's Tale selon vous, Elsa ? Moi, je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui. Enfin, quand tu vois des séries comme Orange is the New Black, par exemple, du coup, ça c'est plus ancien. C'est plus ancien, mais ça va quand même être dans la lignée. Ça existait déjà pour moi avant des séries engagées, depuis un peu le renouveau de la télévision, je dirais en 2012, qu'il y a eu toutes ces mini-séries. Et si on aura plus ? Elsa se prononce pas très bien. Emma. Alors moi je pense que oui, il va y avoir de plus en plus parce que la parole se libère, et j'aimerais du coup au passage vous conseiller une série qui s'appelle When They See Us, qui nous parle d'une histoire vraie de 4 jeunes afro-américains qui ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, et qui dénoue les langues autour de ces histoires taboues des États-Unis, et c'est une série magnifique. Bon, on a hâte de voir ça, mais justement, restons dans ces recommandations avant le cliffhanger où je vous poserai la terrible question. Faut-il, oui ou non, regarder The Handmaid's Tale ? Mais d'abord, il est l'heure des recos de Flo. Et pour ces recos, je vais vous parler de plusieurs dystopies. On en a parlé tout au début, juste pour rappeler ce qu'est une dystopie. C'est pas exactement le contraire d'une utopie. Une utopie, c'est un monde idéal. Ce serait plutôt une contre-utopie. Une utopie qui tourne au cauchemar. Ce qui veut dire qu'on a d'abord une volonté d'utopie à la base, mais que ça tourne mal. Et par exemple, c'est ce qu'on peut voir dans des séries comme Black Mirror, qui est vraiment donc c'est des épisodes à chaque fois sur des histoires différentes avec des personnages différents, qui nous racontent notre futur par rapport aux technologies et souvent aux dérives que ça peut entraîner. La dystopie par excellence en littérature ou qui a été aussi mise en série, c'est celle de Philip K. Dick qui s'appelle Le Maître du Haut Château, qui raconte une vie dans laquelle l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie et le Japon, et les États-Unis et tous les alliés de l'Occident ont perdu. C'est absolument génial. Le livre est très difficile à lire, c'est pas simple, mais c'est vraiment génial. The 100 aussi en série, où là la Terre n'est plus habitable. On a toute un groupe d'humains qui vont vivre dans une station dans l'espace, et de la même façon cette société s'organise et il y a des gens qui vont en prison, et c'est ces prisonniers qui sont renvoyés sur Terre, peut-être au péril de leur vie puisque normalement c'est plus habitable, pour voir si on peut peut-être y revenir. On a aussi évidemment Years and Years qui la saison dernière a fait absolument un carton, qui nous décrit à chaque épisode on avance de 5 à 10 ans, qui nous décrit en Angleterre ce que pourrait devenir la démocratie si un
comment ça s'appelle, un populiste. Un populiste, c'est exactement le mot que je cherchais. Si un populiste, ou une populiste en l'occurrence, puisque c'était Emma Thompson, arrivait au pouvoir. Dans le cinéma, ça se retrouve aussi. L'exemple le plus criant ces dernières années, c'est peut-être Hunger Games, où on a ce monde un peu apocalyptique qui est décrit. Et si je devais vous recommander un livre, c'est le suivant de Margaret Atwood. Quand je dis le suivant, c'est la suite de l'histoire de The Handmaid's Tale. Ça s'appelle Les Testaments. Et c'est ce dont je vous parlais tout au début, c'est que Margaret Atwood était consultante sur la saison 1 pour aider à moderniser son livre de 85 et le rendre crédible par rapport à 2017, mais elle n'a pas suivi sur le reste des saisons. Maintenant, les scénaristes font leur vie. Et elle a repris son écriture, elle a sorti un livre en 2019, donc Les Testaments. À l'intérieur, c'est les confessions, les mémoires de Tante Lydia, aussi d'une jeune fille qui a vécu au Canada. Et avec ce livre, elle replace ce qu'elle a vraiment voulu raconter et elle redonne leur vraie parole, enfin en tout cas ce qu'elle a toujours voulu dire à ses personnages. Je sais pas pour vous, mais moi je sais déjà que ce sera ma lecture de l'été. Moi ça me donne très envie en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, mais attention, il est l'heure du terrible cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder la saison 4 de The Handmaid's Tale, et pourquoi, Elsa ? Alors, bien que j'ai fait un petit peu les louanges de la série, notamment sur la réalisation, j'ai notamment aussi noté sa redondance, qui pour moi, c'est une série qui est assez longue et qui a du mal à se renouveler narrativement. Donc pour moi, ça va être un non. Oh là, c'est un non pour Elsa, d'accord, hein, ça commence bien, très bien, donc non. Emma ? Eh bien pour moi, je tiens à te le dire, c'est mon alerte coup de cœur. Oh là, on a un jingle, alerte coup de cœur. Préparez-vous. Je t'aime une fois, je t'aime 2 fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Donc, jingle de Desperate Housewives. T'as bien joué l'étonnement quand même, hein, on va dire. T'étais très étonné. Hein. Jingle coup de cœur. Exactement, pour moi c'est mon coup de cœur et pour moi c'est un grand oui. J'avais déjà adoré les premières saisons, c'est une série qu'on doit voir et il faut lire entre les lignes pour comprendre les enjeux importants et elle est hyper importante. Et j'aimerais du coup ressortir une citation de Simone de Beauvoir qui va parfaitement avec la série, qui est « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Et cette série, c'est la matérialisation de cette prédiction et c'est pour ça qu'il faut absolument la voir. C'est une très belle phrase. Florian, toi, quel est ton avis ? Faut-il voir ou non cette série-là, cette saison-là même ? Pour moi, c'est une œuvre majeure et magistrale. Magistrale parce que les comédiens jouent tous vraiment excessivement bien, la photographie, la mise en scène, tout ce qu'on a cité, ça c'est le côté magistral. Et le côté majeur pour le côté réaliste et probable que la série prend et utilise, et pour la portée politique que j'ai décrit il y a quelques minutes que ça peut avoir. En ce sens-là, c'est une œuvre majeure hors de l'aspect télévisuel que ça peut avoir. Donc pour ces deux raisons, évidemment, il faut regarder The Handmaid's Tale. Moi, je recommande aussi de regarder cette série-là pour le fond, évidemment. Je note quand même, je mets un petit avertissement aux scénaristes. Avertissement, ne faites pas durer 3000 ans quelque chose qui pourrait se résoudre plus vite, puisque j'ai l'impression qu'ils pourraient dangereusement prendre cette direction-là. C'est juste un avertissement. Peut-être que ils vont toujours trouver des choses intéressantes, mais c'est pas parce que la série marche qu'il faut la faire durer 28 saisons. Voilà. Mais tu es qui, Aurélien ? Au nom de qui ? J'ai mis mon le mec avertissement. donne des avertissements J'ai mis mon aux scénaristes avertissement. de Handmaid's Tale. Mais bon. au moins, moi je recommande, parce que Elsa directement ne recommande pas. Traîtresse. Je suis tante Lydia. Traîtresse. Bon, voilà, vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez regardé cette série-là, si vous avez envie de la voir, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux avec le @épisode 1 podcast. Mais restez avec nous, parce que tout de suite, on va se mettre un petit peu au défi pour terminer en joie cet épisode. Vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis, c'est fait pour tout le monde. Et il y a un enjeu pour ce blind test, puisqu'on choisira la personne qui le remportera, le serial killer, choisira un épisode, une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Et il est donc l'heure de se challenger avec le terrible blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Ça, vous acceptez tous ce challenge Yes. lancé par Barney Bien sûr. pour Do I Met. Aujourd'hui, Loué soit-il, pardon. Elsa, elle est vraiment tante Lydia. Je vous propose aujourd'hui un thème, c'est des musiques de séries
un petit peu remixé. C'est pas forcément, des fois Ok. c'est pas mal remixé, ça dépend, mais des covers ou des reprises, et vous allez voir, c'est assez intéressant, des séries cultes. Vous me dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, vous avez un point. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je Oui. suis prête à gagner. Eh bien, commençons directement avec le premier. Il est intéressant, le premier. J'ai. C'est Elsa. Ah ouais, d'abord. mais tu Mother. Oh Non, pas du tout. Quoi? Non, c'est pas ça, non. Non, pardon, G. Oui. C'est The Big Bang Theory. Big Bang Ah, Theory. merde. On peut se le réécouter. Le bruit est insupportable. C'est en 8 bits, 8 Ah, je bits, sais pas, je sais pas mais comment c'est ça. affreux. Mais voilà, oui, c'est pas très agréable. Un point pour Florian, Oui, puisqu'Elsa, pour elle est moi. sur la mauvaise Merde. C'est- side. attends, J'en ai mais pas attendez, tant que ça. Est-ce que ce serait pas le premier point qui marque depuis le début de l'épisode 1? C'est pas impossible. Y a pas un jingle spécial pour ça? J'ai un jingle coup de gueule si tu veux. Non. On y va pour le second. J'ai Elsa. Sherlock. Non. Ah, je connais. J'ai Vas-y, Emma. La Casa des Papel? Non, c'est pas ça, non. C'est pas le générique Ah. de la série, c'est une musique d'une série. Qui arrive souvent à la fin des épisodes. Une série française. Ah, j'ai Emma. 10%? 10% exactement, c'est la Ah, musique bien joué. de la fin des épisodes de 10%. Un point pour Emma, un point pour Florian, 0 pour Elsa. Notre Bouh. tante Lydia souffre actuellement. Mais peut-être va-t-elle marquer un point avec celui-là. J'ai Elsa. Hippocrate. Hippocrate. Exactement, Femme Like You qui est dans la saison 2 d'Hippocrate. Une séquence incroyable d'ailleurs, Ouais. vraiment faut regarder parce que la séquence est folle. Bah, un point partout. Faut regarder si vraiment vous avez rien d'autre à faire. Oh. Ou à voir. Ah bah est-ce que je Qui peux l'a pas mettre mon invité alerte coup de cœur pour Non. Hippocrate, c'est trop tard. Donc un point partout, c'est assez incroyable, c'est arrivé rarement. On y va pour Je vais quand même gagner. on y va pour le suivant. J'ai Friends. Oh la vache. Ah, bah, bien On joué. sent la fan là. Comment Ça, It's like Ah bah oui, parce qu'après, attendez, on va écouter, je crois qu'il y a quand même le refrain qui arrive, Ouais, qui est un peu plus identifiable. Ah ouais. Donc, Je suis impressionnée. façon C'est très Tante différente. Lydia qui se Ah ouais, réveille. mais fait alors, sur les attention. premières Elsa notes. connaît toutes les covers de générique. C'est Exactement. moi qui l'ai fait. 2 points pour Elsa, 1 point pour Emma, 1 point pour Florian. Il en reste un seul, un dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. J'ai Elsa? Ah oui, Mathieu Non, Desperate Non, Housewives. Ouais. Chaque fois, je dis Ah I Met Your Mother, c'est pas possible. Oui, Desperate. ça va marcher. Elle avait dit Troisième point. non, c'est normalement ça compte pas. Elle s'est corrigée tout de suite, elle a même pas terminé qu'elle s'est corrigée. 3 points pour Elsa qui remporte Emma qui a l'habitude de remporter le blind test. C'est un- Je l'ai laissé gagner. une- Je l'ai laissé c'est gagner, pour ma ça que grande c'est- Elle dame. avait peur du châtiment après. Bien joué, bon Elsa, tu auras les mains libres pour le choix d'un épisode d'une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Voilà, bah merci à vous tous d'avoir été présents, nous avoir appris plein d'infos sur cette série qui est donc The Handmaid's Tale. Vous pouvez, vous auditeurs, nous suivre sur notre compte Instagram @épisode1podcast avec plein de contenus exclusifs. Elsa qui prépare toujours des petites infos à découvrir en plus de l'épisode. Et puis voilà, merci donc à nos serial killers, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos. Sous son œil.